Est-ce que c'est parti? Ouais! Oui, moi, ça dit que c'est parti. Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Bienvenue à ce balado Les deux côtés de la médaille. Mon nom est Marc Durand. Je suis en compagnie de Laurent Dubreuil, champion du monde de patinage de vitesse longue piste, toujours actif et il sera présent aux prochains Jeux olympiques d'hiver. On se croise les doigts, mais je pense que ça va se faire. Salut Laurent, comment ça va? Salut Marc, ça va bien toi? Je dis on se croise les doigts parce que vous avez une qualification en janvier. Oui, le processus de sélection est assez complexe. On peut se préqualifier par les Coupes du monde d'automne. Okay. Donc, si on est le meilleur Canadien, on devrait être correct. Si on est dans le top 8 au monde, assurément correct avant les sélections. Puis, toutes les places disponibles à la fin vont être décernées au championnat. C'est pas le championnat canadien. Le championnat canadien est en octobre, là, mais c'est la sélection olympique dans le temps des fêtes à Québec, au centre de glace Intact Assurance. Donc, ça va être le fun de patiner devant familles et amis, mais il va y avoir un énorme enjeu. Il va y avoir beaucoup de stress sur tout le monde sur la ligne, c'est sûr. J'en suis convaincu. Il y a eu des premiers essais pour toi. Là. On n'est pas en Formule 1, mais on peut dire ça comme ça. C'est presque la Formule 1. À la vitesse que tu vas, au 500, au 1000, au 1500, pour toi, c'est plus une formule d'entraînement, si on veut. Mais ça s'est bien passé. C'était en fin de semaine dernière. Oui, vraiment. 500 mètres surtout, qui est ma meilleure course. Donc, s'il y a une course dans laquelle j'ai envie d'être bon, c'est le 500. C'est sûr que le 1000, c'est la distance sur laquelle j'ai gagné ma médaille olympique à date. Mais en général, 500, c'est des meilleures chances de médaille. Puis j'ai eu mon meilleur 500, mon meilleur premier 500 en carrière pour commencer une saison. Tu sais, on fait toujours des courses de pratique, là. J'ai déjà fait plus vite que ça, mais en compétition. Mais première course, le mois de septembre, là, j'avais jamais fait aussi vite que là. C'était l'an passé que j'avais fait mon meilleur avant ça. Puis j'ai fait quasiment 2 dixièmes ou 1 dixième et demi plus vite. Donc c'est très bon signe. C'est preuve que l'entraînement fonctionne, que même si je suis vieux, je suis pas trop vieux encore, puis que je suis prêt pour avoir une bonne saison. Sois fier de ça. Puis on le voit, puis on en parlera dans quelques instants parce qu'on a un menu fort complet pour cette émission, un balado, où on va parler de Karen Paquin qui, je crois, maintenant 38 ans et qui amène avec ses coéquipières le Canada en finale de la Coupe du monde de rugby. On en parlera dans quelques instants. Oui, bien sûr. On a ça comme sujet, Laurent. On a bien sûr également les championnats du monde d'athlétisme qui viennent de se terminer, un espèce de bilan. Je sais que tu es un fan de course à pied. Je ne sais pas si tu es un fan de lancer du marteau, mais ça serait le fun aussi. Et puis, les championnats du monde aussi de vélo sur route qui ont lieu présentement. Là, on se parle, on est à la fin septembre 2025. Peut-être qu'on y fera un petit crochet vers Israël, premier texte. C'est un dossier assez chaud au niveau du cyclisme actuellement. Puis rapidement, on va parler donc de rugby féminin. Soccer Canada, le scandale du drone olympique qui semble tirer à sa fin. Des solutions et surtout des tapes sur les doigts ont été données. Parlant de tapes sur les doigts, je veux parler un peu du gala Sport Québec, le gala qui récompense les meilleurs athlètes. Il y a quelques petites choses que j'aimerais mettre au point. Mettre à jour, en tout cas, dénoncer, si on veut, entre guillemets. Le protecteur de l'athlète également, je veux dire comme il faut, là, le protecteur de l'intégrité en loisir et en sport, 3 mois plus tard, 222 plaintes ont été adressées, donc c'était nécessaire et on va en parler brièvement. Et je ne sais pas si on l'a dit, mais les Capitales de Québec, notre équipe de Québec a remporté un 4e titre. On va parler de tout ça. Juste avant, on le voit dans le coin supérieur droit pour les gens qui nous écoutent, mais les deux côtés de la médaille, c'est un balado qui est propulsé par Chrono Aviation, un charter, une compagnie québécoise qui, depuis plus de 10 ans, transporte des gens en solo, également en groupe. Et je peux le dire parce que j'étais là au Jeux du Canada à Terre-Neuve dans le conflit qui frappait Air Canada, panique dans la demeure. Comment on va faire pour retourner nos athlètes en pleine grève ou lockout, là, je ne m'en rappelle plus. Et comment faire pour les faire arriver le nouveau groupe également. Chrono Aviation à la rescousse. Nos athlètes ont été transportés par ce transporteur privé. Ça s'est passé de façon exemplaire. Alors, bravo à notre partenaire depuis le jour 1, Chrono Aviation. Tous les détails sur le site web. Si vous avez à voyager comme ça, en mode privé, en tout confort, Chrono Aviation. On vous le recommande, n'est-ce pas, Laurent? Absolument, absolument. Puis vraiment le fun de voir notre partenaire venir à la rescousse de l'équipe du Québec. Oui. C'est une grande fierté. Absolument, absolument. Ça s'est bien passé. Bon, on commence avec quoi, Laurent? On a plein de sujets. Je te laisse
décider, tiens, le premier. Ouais, allons-y avec les mondiaux d'athlétisme, Marc. Tu dis que je suis un grand fan de course à pied. C'est une course à pied de sprint. Hein. Personne ne va me voir aller jogger dans la rue. Ça, je suis pas un grand fan de faire ça comme activité physique. D'athlétisme, je devrais dire. Puis lancer du marteau, j'y connais rien. Mais commençons avec ça, parce que lancer du marteau, même si j'y connais rien, le Canada a le champion en titre aux Olympiques féminin et masculin, Cameron Rogers puis Ethan Katzberg, puis ils n'ont pas défendu leur titre parce que c'était pas un titre de champion du monde, mais qui ont ajouté le titre de champion du monde à leur titre olympique. Donc, incontestablement, les meilleurs au monde. Chez les hommes et les femmes en lancer du marteau, on est une puissance dans le lancer du marteau. Vraiment, il n'y a personne qui arrive à la cheville de nos deux athlètes. Ouais. Surtout Katzberg qui gagne, des fois ça y prend un lancer puis la compétition est terminée. Là, c'était le cas aux Olympiques l'an passé. Ouais. Donc il a gagné avec un lancer de 84 mètres. 84 mètres, Marc. Puis 80 mètres chez les femmes, c'est impressionnant. Ça n'a pas de bon sens. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est une piste de 100 mètres. T'as quasiment un terrain de football au complet. Là. Ils tournent sur eux-mêmes puis ils lâchent au bon moment. Ah oui, oui. J'ai de la misère. On a joué au golf ensemble récemment. J'ai de la difficulté à driver en ligne droite, mais les autres, ils lancent ça. Ils se tournent sur eux-mêmes ultra vite. Ils lâchent le marteau, ça va en ligne droite. C'est incroyable à voir aller, à quel point c'est athlétique. Ah, c'est vraiment impressionnant. Puis d'autant plus qu'ils sont jeunes aussi. Là. J'écoutais le spécialiste de Radio-Canada. D'ailleurs, qu'ils ont fait un travail remarquable de ce côté-là aussi, sur Tout.tv, puisque c'est là qu'on pouvait regarder ça. Oui. Katzberg, 23 ans, Rogers, 26. Puis on dit que c'est vers la trentaine, un peu comme toi en patinage de vitesse, on obtient nos meilleurs résultats. Donc, l'avenir est prometteur pour nos doubles champions du monde et champions olympiques. Ah, absolument. C'est Katzberg, surtout, comme tu dis, 23 ans. Tu es champion olympique, champion du monde à 23 ans. J'imagine que la seule cible qui lui reste à aller chercher, outre gagner davantage de titres qu'il a déjà gagné, c'est d'aller chercher le record du monde. Ouais. Mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut envisager là, parce que t'es le meilleur au monde de ton sport, début vingtaine. Il te reste des années d'entraînement puis de maturité physique à aller chercher qui vont pouvoir améliorer tes résultats. Puis on a eu cette bonne chance. C'est quelque chose qui va être intéressant à suivre. Rogers est la 4e femme dans l'histoire à avoir atteint 80 mètres. Elle aussi pourrait, selon l'expert de Radio-Canada, battre le record du monde dans les prochains Jeux, puisque c'est celle qui l'a obtenu. Bon, elle est à la retraite maintenant, ça fait plusieurs années, 2017. 89 mètres, 98, c'est pas si loin finalement. Alors, bravo! Le marteau, ça va bien. Dommage pour le lancer du poids, hein? 4e, je pense. Sarah Mitton, 4e à la toute fin. Elle aussi espérait obtenir une médaille. Oui, elle avait des chances également. Puis en effet, 4e, c'est... je finis 4e aux Olympiques aussi, fait que je sais comment on se sent quand ça arrive. C'est pas le fun, c'est quasiment la pire place... on dit souvent que c'est la pire place. C'est pas la pire place. C'est mieux 4e que 5e, c'est mieux 5e que 6e, c'est mieux 6e que 7e jusqu'à la dernière place. Mais quand tu finis 15e, tu te couches pas le soir en disant « Ah, j'ai passé proche, j'aurais pu, j'aurais dû. » Quand tu finis 4e, tu revois toutes les petites erreurs que tu as faites dans ta performance. Puis c'est comme un cauchemar pratiquement. Même si 4e au monde, c'est exceptionnel dans n'importe quoi, on s'entend. J'ai souvent raconté, Laurent, puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais bon, façon de voir les choses aussi, mais t'es mieux de finir avec un chiffre impair. Premier, évidemment, tu as gagné. 2e, juste à côté. 3e, tu es sur le podium. 4e, juste à côté. 5e, top 5. Je pense à Vincent Marquis, P.A. Rousseau, les Jeux de Vancouver en 2010. Vincent qui perd la médaille à la toute fin, qui termine 4e. P.A. qui arrive en bas, 5e, les bras dans les airs. Exploit pour lui. C'est comme... je suis un peu d'accord. Je veux dire, même dans les sports, mettons... En patin de vitesse, tu fais ta performance, tu finis 2e, tu as fait ta course, tu as fini 2e, mais tu as une médaille d'argent olympique, là, je veux rien dire. Oui, mais tu penses au sport que tu as une finale, une demi-finale. Une médaille d'argent, tu finis sur une défaite, ça veut dire que tu as perdu un match pour la médaille d'or. Exact. Tandis que le médaillé de bronze, il finit sur une victoire, il gagne le match pour la médaille de bronze. C'est mieux de finir 2 que 3, mais ton expérience olympique finit sur une note complètement différente. C'est près. Ben oui, c'est ça, exactement. Il peut y avoir des cas de dopage aussi, et ça arrive malheureusement, mais c'est ça. Oui, c'est vrai que 4e, peut-être une médaille dans la poste 8 ans plus tard, là, mais je pense le moment est passé. Oui, exact. Exactement. 4e derrière 2 Russes aux 50 km. Même s'il a un jour sa médaille, puis là, le temps commence à manquer, là, parce qu'à un moment donné, ils ne testeront pas les échantillons 50 ans après. Je pense qu'ils ne pensent même pas. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis même s'il la reçoit, le moment est ruiné. C'est quasiment pire. C'est comme... Tout le moment, tu as été volé, puis ta médaille, tu n'as même pas envie de la regarder.
Outre le lancer du marteau, Marc, on continue. On a eu une médaille d'or de plus, le Canada. 35 km marche. Evan Dunphy, qui est médaillé plusieurs fois des grands rendez-vous, qui a gagné la médaille d'or. Il est médaillé de bronze aux Jeux olympiques. Donc, on est dans un autre répertoire complètement différent. C'est pas le même profil d'athlète du tout, la marche et le marteau, mais Dunphy qui couronne sa très grande carrière avec un titre de champion du monde. Bien Marco, mérité. Oui, vas-y. Bien mérité, mais un petit bémol. Je ne sais pas si on avait parlé ensemble, Laurent, dans un balado précédent. On est quand même en ondes en ligne depuis juillet 2024. Mais la marche olympique, ça fait partie des sports qui pourraient éventuellement, je pense, disparaître. Je suis d'accord. Moi, tous les sports que tu te limites pour aucune raison. Tu sais, mettons, pareil en natation. Tu sais, la façon la plus vite de nager, c'est le crawl. Si tu es capable de nager, moi, ma façon la plus vite de nager, c'est n'importe quoi que je coule pas. mais on s'entend que, tu sais, si tu fais une course 100 mètres, ils disent, le crawl, en fait, n'est pas une distance olympique, hein, c'est le style libre. C'est le libre, c'est ça. Puis fais ce que tu veux. C'est ça. Puis la façon la plus vite, c'est le crawl. Donc, toutes les autres, c'est comme un drôle de handicap. C'est comme s'il y avait une course 100 mètres à reculons, course 100 mètres en pas chassé. Tu sais, c'est la même distance. Là. Il y a le 100 mètres freestyle, il y a le 100 mètres papillon, il y a le 100 mètres brasse, il y a le 100 mètres d'eau. C'est 4 styles de nage différents, mais c'est comme si, le 100 mètres vers l'avant, 100 mètres courir par en arrière, 100 mètres à cloche-pied, puis 100 mètres en gambadant. Voyons, c'est quoi ce niaisage-là? Je suis tellement d'accord avec toi. Surtout qu'on sait que le papillon est né de la brasse. Hein? Oui. L'histoire veut qu'un Japonais, je ne me trompe pas, dans les années 40, finit par faire une compétition de brasse, mais lui, parce que le règlement veut que les deux bras, mon Dieu, je vais peut-être me faire taper sur le doigt par les gens de natation, mais les deux bras vont sont en même temps pour la propulsion. Alors lui, il s'est dit, pourquoi je ne ferais pas ça à la place? Et on ne me voit pas, là, mais je fais un jet de papillon. Finalement, tout le monde à la brasse a décidé de faire ça. Puis là, ils se sont dit, ben t'as peu, là. OK, on va faire maintenant une épreuve pour ceux qui font ça. Puis on va rester avec celle qu'on avait avant, la brasse. Je suis d'accord, mais tu dis que tu vas se faire taper dessus par les gens de natation. On est déjà en train de leur enlever 3 distances sur 4 aux Olympiques, fait qu'on va peut-être se faire taper ses doigts quand même. Mais je veux dire, moi, c'est pareil avec la marche. Tu sais, Evan Dunphy, c'est un athlète exceptionnel, capacité cardiovasculaire incroyable. C'est le meilleur marcheur au monde. Exactement. Mais au final, la façon la plus vite de courir ou de se déplacer d'un point A à un point B pendant 35 km, c'est pas de marcher, c'est de courir. Fait que c'est comme un drôle de handicap à se donner. Tu sais, je veux dire, je me demande des fois comment on se ramasse marcheur, tu sais. Je veux dire, si t'es le meilleur au monde au marathon, tu n'iras pas faire de la marche. Là. Non, tu vas rester au marathon, là, tu vas rester au jogging, là, on s'entend. Là. Non, c'est rien à enlever aux athlètes. Puis, tu sais, les athlètes de papillon, c'est-tu assez pénible de nager en papillon? Ils sont incroyables. Là. Mais c'est juste, je comprends. Oui, puis je comprends pas pourquoi certains sports, c'est comme, il fallait rajouter des épreuves, rajoute des distances variées à la place de rajouter le 100 mètres 4 fois avec un style. Oui, ils le font aussi. En natation, ils le font aussi. 50, c'est complètement 200, exagéré. 400, 800, 1500 maintenant au libre. Ouais, c'est ça qui me fait... On bifurque un peu, mais ça me fait un peu fâché quand on déclare les meilleurs Olympiens, puis à chaque Olympique d'été, les meilleurs Olympiens, c'est des nageurs parce qu'ils ont gagné 5, 6, 7 médailles. Oui, mais c'est parce qu'ils ont 5, 6, 7 épreuves aussi dans le même système d'énergie. Tu sais, si tu veux gagner 5 épreuves en tennis, ben c'est too bad, ça n'existe pas. Tu sais, c'est un peu injuste de dire que l'athlète des Jeux, c'est toujours un nageur parce qu'il y a 6 médailles. Il y a toujours un nageur qui gagne 6 médailles aux Jeux, tu sais, parce que c'est possible. Effectivement. C'est pas facile, t'as raison. Tu allais parler de Marco Harop. Oui, Harop qui suit sa médaille d'argent aux Jeux olympiques avec une médaille de bronze aux 800 mètres, qui est vraiment un grand coureur, là, une course extrêmement rapide, pareil comme aux Olympiques, là, sous les 1,42, 1,41,9. Je vous lance un petit défi, là, une 41, là, ça fait 51 là, 2 fois en ligne. Là. Une 41,9, ça fait 50,97 2 fois en ligne. Allez faire un 400 mètres en 50. Allez faire le tour de la piste. Exact. Allez faire un 200 mètres en 25. Là. Lui, il fait ça 8 fois en ligne. Ça n'a aucun sens. Puis je vous dis, allez le faire au 400 mètres, un 50, mais moi, je ne suis pas plus capable que les gens qui nous écoutent. Là. Je ne suis pas capable de faire 50 au 400 mètres. C'est incroyable la vitesse. Ça n'a pas l'air si vite à la télé parce qu'ils courent tous à cette vitesse-là, mais c'est un sprint pendant 2 tours de piste. C'est hallucinant. Puis notre 5e médaille qui était le 4x100, une équipe grandiose de 4x100 là, je veux dire, le nombre de médailles en championnat qu'ils ont gagné aux Olympiques, champions olympiques, plusieurs fois médaillés aux Jeux olympiques. Là, ils viennent de finir 2e derrière les Américains. C'est incroyable, surtout quand on sait que
plusieurs de ces coureurs-là, incluant Aaron Brown puis André Degrasse, qui sont plus du tout à leur meilleur, là, Il n'y avait aucun Canadien dans la finale du 100 Non, mètres. exact. Puis pas proche, pas en tout non plus. Mais non, c'est ça. Puis on est quand même capable d'arriver là, de finir deuxième au 4x100. Leur exécution est impeccable. Ils savent comment courir ensemble. Puis toutes les fois, on boit soit les Américains, soit les Jamaïcains. Puis là, on a battu. Les Jamaïcains, ils ne sont même pas rendus en finale parce qu'ils ont complètement raté leur demi. Puis il y avait le premier et le deuxième au 100 mètres. Nous, les gars sont plus capables de gagner les médailles. Puis on arrive au 4x100, puis ils sont toujours sur le podium. Chapeau. Je ne sais pas c'est quoi le plan du Canada au niveau féminin. On a quand même fini 7e avec Audrey Leduc, entre autres. Leclerc également, dont j'oublie le prénom. Désolé pour cet oubli. Une autre Québécoise. Marie-Héloïse Leclerc, pardon, qui était justement la 3e des 4. 6e aux Olympiques, 7e cette fois. Est-ce qu'on met autant d'importance au relais que les hommes le font? Est-ce qu'il y a un potentiel? Parce que c'est un peu la même situation. 4 filles rapides, pas assez pour remporter une médaille olympique en solo. Je ne sais pas. Mais ce serait intéressant de voir comment ça va se passer pour les prochaines années avant les prochains Jeux de Los Angeles. Exact, parce qu'on le sait, au sprint, c'est États-Unis-Jamaïque. Puis généralement, la 3e place est relativement disponible. Là, c'est vraiment 2 pays qui dominent la scène mondiale en termes de individuel et au relais. Donc, c'est pas. Je veux dire, si on est capable dans les gars, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable éventuellement chez les femmes. Elles ont brisé le record canadien en demi-finale avec un très mauvais relais de Marie-Héloïse à Audrey, là, du piétiner pour l'attraper et partir. Imaginez si le relais avait été beau, ça aurait été encore un meilleur chiffre. Donc, Puis, assez rapidement aussi, un bref tour des mondiaux avant de passer à autre chose au niveau de la planète. Une énorme performance de Sydney McLaughlin-Levrone qui passe du 400 mètres haies au 400 mètres tout court. Okay. En recherche de défi, en recherche de défi, elle avait fracassé plusieurs fois le record du monde au 400 mètres haies. Elle avait dominé aux Olympiques par plus d'1 seconde. Passe au 400 mètres, 2e temps de l'histoire, record de championnat, record des États-Unis. En fait, le record du monde date de l'Allemagne de l'Est en 1985, je crois. Donc, on s'entend que ça a été fait avec un peu d'aide chimique. Puis, donc, le meilleur temps depuis une Allemande de l'Est dans le milieu des années 80. C'est une performance exceptionnelle. Évidemment, Armand Duplantis à la perche qui bat pour une, je pense, 14e fois son record du monde. On sait qu'il rajoute 1 centimètre à chaque fois, hein, parce que, tu sais, c'est pas comme une course en ligne droite que tu fais ta performance, puis là, j'ai coupé une demi-seconde, je ne le rebattrai jamais. Ben non, lui, il contrôle la hauteur qu'il décide. Il n'a aucun adversaire. Il a gagné, je pense, c'est 39 compétitions consécutives. Il y a un montant d'argent qui vient avec un record du monde. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est apprécié. Exactement. Alors, pourquoi le battre par un pied quand tu peux le battre par 1 centimètre à la fois? Exactement. Donc, il refait 6,30 mètres. La médaille d'argent est en 6 mètres, puis le bronze en 5,95. Lui, 5,95, c'est son premier réchauffement. Là. C'est vraiment, vraiment une blague pour lui. Là. Il y a toujours 2 compétitions dans la perche. Duplantis qui s'assure de la victoire, c'est la compétition 1. Duplantis contre le record du monde, qui est son meilleur saut, c'est la compétition 2. Puis c'est souvent la compétition 2 que le monde désire de voir. Puis il l'a fait encore une fois, comme aux Olympiques, comme il fait plusieurs fois. 6 mètres combien, Laurent? 6 mètres? 6 mètres 30. Écoute, j'ai assisté aux Jeux du Canada, un Québécois dont j'oublie le prénom encore une fois, je suis désolé, je fais un petit reportage sur lui, qui a battu le record des Jeux à 5 mètres 16. Ben, 5,26, c'est bon aussi, c'est ça qui est fou. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce que je veux dire, c'est qu'imagine, là, c'est 1 mètre et 1 mètre de plus, et oui. 20 cm de plus. Ah non, c'est fou. Ça n'a aucun bon sens. Puis, je veux dire, on voit l'athlète, tu sais, il a fait 10-3 au 100 mètres sur son seul 100 mètres qu'il a fait l'an passé pour un défi avec Warholm, un gars de 400 mètres haies. Donc, c'est pas un coureur. Il a fait un 100 mètres sans nécessairement, juste pour dire un défi, puis il a fait 10-30. 10-3, c'est quasiment sur une équipe de relais. Là, oui, c'est absolument. Incroyable. Absolument, il pourrait faire l'équipe canadienne. OK, puis, comme ça, c'est beau, les championnats du monde. Oui, tu allais ajouter. Vas-y. J'allais juste dire, finalement, le temps était sans importance, mais Noah Lyles a fait 19,52, ce qui n'est pas nécessairement son meilleur temps en carrière, mais qui lui donnait un 4e titre consécutif aux 200 mètres au championnat du monde. Chose que seul Usain Bolt avait fait dans le passé. Donc, dans 2 ans, s'il est encore capable, il va y aller pour un record de longévité là, en termes de domination du 200 mètres. Ça serait assez spectaculaire. Ton opinion sur les Jeux d'Audrey Leduc? Je pense que Audrey,
je veux dire, elle a fait des demi-finales, ce qui était comme aux Olympiques, mais avec des temps un peu moins bons que sa saison olympique. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il était, mais j'ai l'impression, j'ai vu ça souvent dans ma carrière, mais de l'extérieur. Ben, je l'ai vécu moi-même comme athlète quand j'étais plus jeune, mais je l'ai vu de l'extérieur. L'année où tu arrives, tu n'as comme pas de pression, ça va bien, tout est facile, tu te surprends à chaque course, puis là, l'année suivante, ben, tu t'attends à avoir à ce niveau-là à chaque performance, puis c'est pas nécessairement le cas, puis des fois, ça devient plus difficile. Donc, j'ai l'impression peut-être que c'est venu un peu moins facilement pour elle cette année, mais c'est pas anormal, c'est pas inquiétant dans un développement. C'est la réalité de l'année que tu t'améliores, tu sors de nulle part, tu fais quasiment un meilleur temps à chaque course, puis là, elle a fini en 19, puis là, cette année, tu ne feras pas 19 à chaque course, tu sais. Ouais. Puis peut-être que ça y a un peu joué dans la tête, qui sait, mais c'est sûr qu'elle n'avait pas exactement son meilleur niveau, là. Elle a fait plus 11-2, je pense. Quand son meilleur est à 19, c'est quand même assez loin. Puis un 19, tu sais, un 19 au bon moment, tu fais assurément la finale avec ça. Il faut le sortir pendant la demi. Puis un 19 en finale, tu n'es pas très loin des médailles, là, un 19 bas. Là. Donc, c'est juste apprendre à le sortir au bon moment. Puis je pense que ça va venir avec l'expérience. Bon, on va souhaiter que c'est ça. Ce soit juste une petite poussière dans l'engrenage qui la propulsera. Mais elle a connu des bons relais. Et puis, demi-finale aux 200 mètres aussi. Je ne suis pas inquiet. Même chose, bravo à nos athlètes québécois, Jean-Simon Desgagnés, entre autres. Je pense aussi à Charles-Philbert Thibouteau, dont c'était le chant du cygne dans son cas. Et oui, puis, exact. Une grande carrière, hein? 2 Jeux olympiques, plusieurs fois. Il a brisé les barrières. C'est ça, c'est comme, on n'y croyait pas pouvoir s'entraîner au Québec. Il nous l'a dit dans un balado, si je ne me trompe pas, mais s'entraîner au Québec puis de percer le top 30 mondial, mettons, dans ta discipline, c'était pas possible. Mais lui, il l'a fait et d'autres le font maintenant. Et je pense à Audrey, je pense à Jean-Simon et à d'autres. Alors, bravo. Et puis à toute son équipe également. Alors, on est très fiers. On essaiera de l'accueillir dans un prochain balado. Oui, ce serait le fun. Ça serait très fun. Cool. Ce serait cool. OK. Alors, passons à notre sujet parce qu'on a quand même plusieurs sujets, mon cher. Mais là, cette fois, je te lancerai sur, tiens, allons-y pour les championnats du monde. Restons dans l'endurance, dans certains cas. Dans le sport individuel, c'est les championnats du monde. D'ailleurs, c'est à Kigali. C'est au Rwanda, je me trompe. Oui, ça, c'est exceptionnel, ça, comme endroit. Avant les mondiaux de Montréal l'an prochain, en fait, même. Là, absolument, on aura la même compétition dans un an, tu as raison. Exactement, parce qu'en cyclisme, contrairement à l'athlétisme, c'est à chaque année. Donc, cette année, c'est Kigali au Rwanda, puis l'an prochain, ça va être Montréal. Donc, les Pogacar de ce monde qu'on a vu d'ailleurs à Montréal et à Québec pour les Grands Prix cyclistes. On va les revoir avec tout le peloton l'an prochain au championnat du monde. Pogacar qui a été, je ne sais pas si tu as vu les images, Marc, mais qui s'est fait démolir au contre-la-montre par Remco Evenepoel. Evenepoel qui est le meilleur gars de contre-la-montre au monde. Il a gagné les Jeux olympiques l'an passé, puis je pense que c'est son 3e titre de champion du monde de contre-la-montre. Mais Pogacar qu'on est quand même habitué à voir rivaliser avec lui. Puis on s'attendait à une bataille entre lui et Pogacar. Puis on part en ordre en cycliste, en chacun notre tour, puis le meilleur plus à la fin. Donc, Pogacar qui partait avant Evenepoel. Puis il y a 1 minute et demie ou 2 minutes entre les coureurs là, pour pas qu'ils se rattrapent. Puis Evenepoel a rattrapé Pogacar. Donc, sur une épreuve de 49 minutes que Evenepoel a fait, il a battu Pogacar de 2 minutes 37. Il peut être fatigué un peu. Là, incroyable. Peut-être, ça se peut très bien. Là, un épuisement professionnel serait logique avec les saisons qu'ils ont. Mais on s'attendait quand même à une bataille. Puis finalement, ça a été une démolition là, des images irréelles qui ont fait le tour de la planète sur les médias sociaux. De voir Pogacar se faire dépasser dans une côte par un gars qui est parti 2 minutes après lui, c'était pas ce à quoi les gens s'attendaient nécessairement. Puis il va y avoir également la course sur route qui s'en vient en fin de semaine. Ils ont une semaine de repos. Puis Pogacar est meilleur sur route qu'en contre-la-montre. Puis Evenepoel est moins bon. Donc là, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis ça reste quand même le favori, Pogacar. Mais c'est quand même, tu sais, après les grands tours qu'il nous a livrés dans les 2 dernières saisons, de se faire passer comme ça dans un contre-la-montre, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Non, c'est pas ça, effectivement. Puis je sais pas comment est l'ambiance du côté de... J'ai pas vu les images au Rwanda. Comment ça se passe autour des cyclistes? Est-ce que c'est une ambiance qu'on n'a pas vue récemment? Moi, les images que j'ai vues, tu sais, c'est entre autres celles en boucle de Evenepoel qui dépasse Pogacar. Il y a du monde d'un côte qui encourage avec des drapeaux. Là. Tu sais, ça ressemble à une ambiance de cyclisme. Évidemment, je ne suis pas sur place. Je n'ai pas parlé à aucun compétiteur sur place. Ce serait intéressant peut-être
d'avoir le pouls de l'événement par quelqu'un qui l'a vécu Je connais pas la situation en économique. direct. Ouais, je connais pas la situation économique là-bas, vraiment. J'ai vécu les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, puis Mhm. j'étais à l'épreuve de cyclisme sur route, et je compare pas les deux pays, je comprends que c'est un grand continent, là. Mais en Côte d'Ivoire, c'était vraiment particulier. Il y avait tellement de monde, mais en même temps, c'était pas des gens qui étaient habitués euh, de voir les différents les cyclistes et tout ça. Puis Mhm. c'était vraiment le contrôle de la foule qui n'était pas facile. Ah ouais, ok, ça voulait aller sur la route un peu. Ah oui, oui, mais c'est ça, effectivement. Puis les gens s'approchaient, il restait plus beaucoup de place. C'était vraiment particulier. C'était beau à voir, par contre, l'enthousiasme était là. Mais je me demandais comment ça s'était passé du côté du Rwanda. Mais bon, de toute façon, c'était le contre-la-montre. Là, ça va être l'épreuve sur route. Ça va être un petit peu différent aussi. On a des Canadiens, des Canadiennes là-bas, mon cher. Je ne sais pas si tu as regardé ça un peu. On a dans le contre-la-montre, justement, 12e place pour Leonard, Laurent Gervais, le Québécois, 28e. Lui a fini sur le podium au Tour de Beauce. Ça avait terminé quatrième au championnat du monde. Mais ce sont des noms qu'on ne voit pas au championnat du monde, excuse-moi, au championnat canadien, quatrième au championnat canadien. On ne voit pas les Hugo Hull, on ne voit pas les autres Woods et compagnie qu'on voit habituellement. Non, ben, les championnats du monde, surtout, j'imagine, si c'est en Afrique, c'est plus un gros sacrifice en termes de saison, mais Ouais, également, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vélo, il y a tellement de compétitions, tu ne peux pas toutes les faire. non, c'est ça. Tu sais, là, généralement, les gens qui sont allés au championnat du monde, c'est les gens qui n'ont pas fait le Tour d'Espagne, qui vient de se terminer. C'est plus les gens qui sont en fait allés à Québec et à Montréal. Là. C'est le Grand Prix cycliste de Québec et de Montréal est en même temps que le Tour d'Espagne. Donc, c'est des gens qui regardent juste le Tour de France et qui se Ouais. demandent ben, pourquoi Vingegaard n'est pas là si Pogacar est là. Ben, Vingegaard, il faisait le Tour d'Espagne, il l'a gagné. Fait que, si tu fais le Tour d'Espagne, tu viens de finir un grand tour, tes chances d'aller au championnat du monde, d'être compétitif sont inexistantes. Donc, c'est des sacrifices à faire. Il faut que tu cibles certaines compétitions. Ouais. Puis ça a donné, en effet, que c'était pas les grands noms qu'on connaissait de Michael Woods, Hugo Hull, Derek G, là, les meilleurs cyclistes canadiens des dernières années. Ouais, C'est pas eux qui étaient là au championnat du monde. Donc, en effet, on n'a pas eu nécessairement des grands résultats dans les courses seniors. Donc, ça ne s'attend pas à grand-chose. Ils sont deux seulement, d'ailleurs, pour le Canada, au prochain, justement, à l'épreuve sur route, alors que certains pays ont jusqu'à 6 cyclistes, je pense. Alors, c'est sûr que lorsqu'on travaille en équipe, on est avantagé si on est 6 et non pas seulement 2. Oui. Un petit mot sur Olivia Barry, qui est là, 27 ans. Elle est de Rouyn-Noranda. Elle a pris le 20e rang contre la montre. Alors, elle est là du côté des femmes. Et moi, j'aime beaucoup surveiller les jumelles Holmgren. Les deux ont 20 ans. Elles sont des cyclistes de l'Ontario. Et écoute, elles sont excellentes dans les U23, dans tous les sports, dans toutes les disciplines d'endurance, autant le cyclocross que le vélo de montagne, que le cyclisme sur route dans le top 3, dans le top 5, à peu près à toutes les fois. C'est malade. Je ne sais pas comment elles font pour passer à travers leur saison, mais c'est intense. Isabella et Ava Holmgren à surveiller. Il y en a une qui est sur le podium des championnats du monde en vélo de montagne, l'autre qui est championne de cyclocross, mais ils font toutes les épreuves. Alors, elles vont se retrouver. Il reste une course, je pense, chez les U23 dans leur cas. Isabella a pris le 6e rang de la contre-la-montre. Ava n'a pas pris le départ, peut-être blessée, mais c'est une anecdote que je voulais te raconter, Laurent, à Ah non, surveiller. mais je pense que le cyclocross qui s'est popularisé dans les dernières années, le vélo de montagne Ouais, qui a toujours été populaire. Puis, on voit certains des meilleurs cyclistes au monde qui viennent de ces disciplines-là. ouais, Le meilleur gars de classique, Mathieu Van Der Poel, une légende en vélo, qui est un gars, originalement un gars de cyclocross, qui est le meilleur au monde en cyclocross. Puis, ben, il y a bien plus d'argent en vélo de route, fait qu'il s'en va faire du vélo de route aussi, mais qui gagne les courses de cyclocross quand il les fait. ouais. Tom Pidcock, qui est double champion olympique en vélo de montagne, qui vient de finir 3e du Tour d'Espagne. Donc, au final, ça reste pousser des watts sur un vélo. C'est ça. Cyclocross, vélo de montagne demande des habiletés techniques probablement complètement différentes, peut-être plus C'est poussées spécial, le que cyclocross, vélo de oui. route, exact. Oui, Mais oui. au final, si tu pousses des watts, ben, tu vas être bon en vélo si tu es capable. Si tu es assez game de prendre les courbes, puis les descentes, puis les obstacles, là, mais je veux dire, ça reste quand même généralement celui qui pousse le plus de watts qui gagne. Donc, ça se fait très bien. Mais en effet, que ça fait des calendriers chargés si on a besoin de jongler avec les Oui, parce que ça disciplines. commence à l'automne. C'est une Ouais. discipline d'automne, même début d'hiver en Europe, en Hollande, c'est fou, là. Dans les Oui. Pays-Bas, c'est très populaire. D'ailleurs, les championnats canadiens ont eu lieu à Lévis l'an passé. Je ne sais pas si tu Ah, avais été voir. non, je ne savais même Dans pas. ton J'ai coin. pas vu ça Alors, c'est passer ça. pas en tout. C'est un peu plus discret comme discipline sportive, mais c'était à Lévis. Bref, je ne sais pas si les Jumelles Holmgren seront à la Coupe du monde de vélo de montagne qui sera présentée pour une dernière fois. On l'espère pas pour la toute dernière fois, par contre,
du 9 au 12 octobre au Mont-Sainte-Anne, mais ce serait bien. Si elles sont là, je vais certainement me promettre un rendez-vous personnel pour les voir aller. Rugby! Oui. Rugby. Hey, le Canada au rugby à 15, la formule originale, pas le rugby olympique à 7, que je ne dénigre pas au contraire, mais cette grande discipline sportive, le Canada est en finale contre l'Angleterre, les invincibles Anglaises. On verra ce qui va se passer parce que la finale a lieu en fin de semaine. Oui, c'est incroyable. Vraiment, je pense que ça a capturé l'imagination du Battre la pays. Nouvelle-Zélande, ben oui. Battre la Nouvelle-Zélande. Je comprends qu'on était meilleur au classement mondial, tu sais, dans le sens que clairement, c'est même pas une surprise tant que ça, mais c'est incroyable de battre la Nouvelle-Zélande en rugby. Là. Moi, c'est, tu sais, je veux dire, c'est leur sport national, c'est historiquement les meilleurs. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Puis là, d'être en finale contre les meilleurs au monde, les Anglaises en Angleterre, ça va être un défi de taille, mais ils viennent de battre la Nouvelle-Zélande. Donc, ça va être quelque chose qu'on va regarder avec attention. Puis, on espère qu'ils peuvent le faire. Canada. Ben oui, première finale depuis 2014 pour le Canada. Ils ont battu les Black Ferns. Les Anglaises remportent à peu près toujours tout. Et c'est dans leur pays. On parle d'une foule estimée à 80 000 spectateurs pour la finale. Elles ont joué devant 16 000, je pense, spectateurs dans une foule plutôt neutre pour la demi-finale. Alors, ça sera quelque chose. Donc, affronter la foule et les meilleurs au monde. Quel accomplissement et quel défi pour plusieurs Québécois. Je pense qu'elles sont 6 sur l'équipe, dont 4 qui ont joué pour le Rouge et Or, dont Karen Paquin, qu'on connaît, qu'on a déjà reçu dans le balado. Oui. Il a aujourd'hui 38 ans. Il a fêté son 50e départ en Coupe du Monde durant le tournoi. Tu sais, 38 ans, c'est encore un peu plus vieux que toi, ça. 38 ans, c'est incroyable. Là. Je ne sais pas si... je sais pas comment elle se lève le lendemain. Elle doit être raquée, pas rien qu'un peu le lendemain des matchs parce que ça frappe tellement en rugby. C'est tellement des toughs. Ouais. Puis, je veux dire, moi, j'ai plus de misère à me lever le lendemain de course de patin, mais on s'entend que je me fais pas plaquer dans les hanches, puis dans les genoux, puis dans les cuisses. Là. Le nombre de bleus qu'elle doit avoir, Karen, le lendemain, puis de se lever quand même, puis de retourner à... C'est quasiment sur le champ de bataille, là, pour le match d'après, c'est incroyable. Vraiment respect, là. Énorme respect pour puis il y a Justine Pelletier aussi qui va très bien, qui justement a été, je pense, élue étoile du match. Joueuse du match en demi-finale, exact. Ça, c'est une autre ex-porte-couleur du Rouge et Or. Alors, bravo. Le Québec, d'ailleurs, entraîné par Kevin Rouet, qui est aussi un ancien entraîneur du Rouge et Or. Bref, un beau programme du côté de Québec. Beaucoup de Québécoises, contrairement aux hommes qui se font plus discrets. Hommes québécois, je parle, au niveau... on a gagné une médaille de bronze, en tout cas, aux Jeux du Canada. C'est peut-être bon signe. J'ai l'impression qu'au rugby masculin, on en perd probablement plein qui décident d'aller jouer au football. Effectivement, c'est un choix qu'on fait. J'imagine si on a le goût d'un jeu plus physique. C'est ça, exact. Tous nos gars qui sont dans la NFL, les Canadiens, les Québécois qui sont dans la NFL, c'est tous des gars qui n'auraient peut-être eu le talent pour faire du rugby, mais le sport dominant à cet âge-là de contact, d'équipe, c'est le football là, pour les gars. Oui, effectivement. Alors, c'est en fin de semaine, samedi 11h. Le 27, 11h. On va le regarder. Absolument. Il reste quelques sujets rapides. Soccer Canada, je te l'ai peut-être appris, mais aujourd'hui, qui a finalement tapé sur les doigts de 14 membres de leur équipe, entraîneurs, mais aussi personnel de soutien, impliqués de près ou de loin dans cette culture de trichage. On se rappelle du fameux drone qui avait éliminé pratiquement le Canada au Jeux de Paris parce qu'on espionnait les équipes adverses. L'entraîneur a été congédié, aujourd'hui engagé par la Nouvelle-Zélande, Bev Priestman. Et puis, mais c'est ça, alors que l'adjoint a été pris par la police et tout ça, mais finalement, 14 personnes se sont fait taper sur les doigts. On ne sait pas qui, on ne sait pas ce qu'ils ont reçu comme sanction, mais ça semble vouloir clore la situation chez Soccer Canada. Mais on passe à autre chose. On passe à autre chose. Mais j'ai une question, mais il y avait 14 personnes au courant? Bien, 14 entraîneurs et membres du personnel ont fait l'objet de mesures disciplinaires après le très médiatisé cas d'espionnage par drone. Dans une infolette, une mise à jour communautaire de Canada Soccer. Donc, une réflexion approfondie sur la dynamique culturelle. On sait qu'il y avait une dynamique d'entreprise. Hein? Donc, au moins 14 personnes, et j'imagine que ce sont ces 14 personnes-là, ont été... c'est parce que tu punis pas quelqu'un qui n'est pas au courant. Là. Fait que si tu en punis 14, ça veut dire que tu en as 14, tu es capable de prouver qu'il était au courant, mais
il y a personne là-dedans qui s'est dit, il me semble qu'on fait peut-être pas la bonne affaire, puis c'est un peu débile ce qu'on fait, puis on devrait pas tricher, puis tu sais, il me semble, ça n'a pas de Ou, bon sens. ou pas au courant, ou simplement pas poser, un peu comme le scandale de Saclic, là, pas de politique là-dedans, mais tu peux n'avoir pas été au courant, mais tu n'as pas posé de questions. Tu t'es jamais Ouais, demandé pourquoi tu achètes tant de drones. Je sais pas, là, j'essaie de. ouais. Peut-être c'est comme ça aussi qu'on a pu établir, mais on ne nommera pas de nom, puis on ne dira pas ce qu'ils ont eu comme sanction. Alors, voilà. Parce que, tu sais, c'est important d'être transparent, donc on n'en parle pas, on sait pas ce qui est arrivé, puis c'est fini. Bon, voilà, on espère qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que ça n'a pas bien paru pour le Canada, évidemment. Ah, c'était quel désastre quand même. Quelle honte. Commencer les jeux comme ça. Les filles avaient tout notre respect parce qu'elles avaient bien fait quand même en ronde Ben oui, elles ont gagné préliminaire. 3 parties en ligne pour se classer de peine et de misère pour les rondes, mais normalement, elles auraient dû gagner leur groupe. Donc, Absolument, absolument. 222 plaintes et signalements aux protecteurs de l'intégrité en loisirs et en sport. Ça, c'est une nouvelle entité qui a été créée par, entre autres, la ministre Isabelle Charret. On a Sporttête qui fait un travail colossal depuis des années au Québec, qui fait l'envie de bien des pays d'ailleurs, puis on les imite. Mais après ça, il n'y avait pas d'autre moyen d'aller plus loin. Et puis le protecteur du citoyen, de l'intégrité en loisirs et en sport existe maintenant depuis 3 mois. Et il y a eu un espèce de bilan après 3 mois par le responsable de ce groupe, Hugo Lafontaine. 222 plaintes ont été déposées. Juste ça, ce chiffre-là, fait dire que c'était nécessaire. ben, en 3 mois. En 3 mois, Ben, en 3 mois, c'est 2 plaintes et demie par jour. Là. C'est tous ouais. les jours. Là. Exactement. Et 70% des plaintes viennent directement de la personne concernée par la situation, un autre 30% par des témoins de situation. Et il y a eu environ 60% des plaintes qui ont été reçues, donc il y en a qui n'étaient pas applicables, il n'y avait pas d'autres options. Mais comme le disait Hugo Lafontaine, c'est pas parce qu'on dit qu'on ne peut pas recevoir votre plainte qu'il ne se passe rien, parce qu'on offre quand même d'autres options pour que les personnes puissent débattre de leur situation. Bref, je ne sais pas, tu as vu évoluer ça. Tu as commencé, toi, dans le monde du patin, alors qu'il n'y avait pas de Sporttête, qu'il n'y avait pas ce genre d'organisation-là. Maintenant, comment tu perçois ça, Laurent, en tant qu'athlète, pour savoir que ça existe? Ben, je pense que c'est bon pour les athlètes puis les gens dans le sport d'avoir d'avoir accès à des instances qui te permettent de défendre, de défendre tes intérêts, de défendre ton bien-être, ta santé physique, ta santé mentale. Moi, je pense que je ne suis pas arrivé dans un des sports les plus toxiques. Là, j'ai pas vu grand-chose dans ma carrière, honnêtement, que je pense qui méritait. Moi, personnellement, là, je veux dire, il y en a sûrement eu en patin, on s'entend. Là. Je dis pas que mon sport est plus propre que propre, mais je dis, moi, personnellement, tant mieux. Ça m'est jamais vraiment arrivé. Moi, j'ai jamais pensé à faire plainte. Je suis tombé sur un entraîneur très humain dans un contexte où le sport n'était pas ce qui était nécessairement le plus important pour mon coach, mais mon développement personnel l'était. Puis j'ai fait ma carrière entière avec. Fait que, j'ai été chanceux. J'ai peut-être été protégé grâce à ça. Mais il y a des sports qu'on a des histoires d'horreur, là, vraiment d'horreur qui sortent. Je veux dire, Geneviève Janson vient de sortir son livre, tu as vu ça passer, là, des histoires comme ça, d'abus de coach, d'harcèlement sexuel. C'est comme le nombre d'histoires d'horreur qu'il y a eu en sport, ça donne des frissons dans le dos. Donc, d'avoir des façons comme athlète de se protéger, comme humain de se protéger, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Puis 222 plaintes qui auraient peut-être passé dans l'ombre ou qui auraient passé sous silence, qui n'auraient pas été traitées, ben, c'est la preuve qu'on avait besoin de ça pour nous, pour les athlètes. Absolument. Je sais qu'ils doivent répondre en une période assez courte. Puis ça, ils n'ont pas encore atteint leur objectif. Ils ne sont pas encore capables, dans les délais, je pense, de répondre aux différentes plaintes. Et ça, c'est important parce qu'il arrive quelque chose. On ne veut surtout pas que ça traîne. Non, il est composé de 12 personnes pour l'instant, mais il y aura d'autres embauches. Alors, contrairement à certains ministères, il y aura des embauches dans ce côté-là. On va transférer du monde d'autres ministères vers ce groupe-là. Très bonne idée, très bonne suggestion. On le partagera à nos amis au gouvernement québécois. Autre sujet. Ah oui, Gala Sport Québec, ça a lieu bientôt. C'est à Québec d'ailleurs. C'est un gala qui récompense les athlètes, les entraîneurs, les
bénévoles, les officiels, les différentes fédérations sportives. Depuis des années, on appelle les prix des Maurice. D'ailleurs, tu es souvent finaliste, Laurent. J'ai été finaliste plusieurs fois, toujours perdant derrière Mick Kingsbury. Bon, OK, ben, c'est pas le seul. Non, exact. Michael qui a gagné quasiment 10 fois en ligne, là, je ne sais pas exactement, peut-être même plus que ça. Donc, j'ai été quelques fois finaliste, mais j'ai jamais gagné. Athlète individuel, masculin, international, là, où je me suis... Effectivement, la catégorie s'appelle comment? Oui. Ou 2, 3, 4 fois en ligne, là. Peut-être partenaire aussi? Moi, j'ai jamais été partenaire. Je pense que ma distance qui n'est pas aux Olympiques, ma distance d'équipe m'empêche un peu d'être partenaire à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose. Je veux dire, j'ai déjà assisté au gala, mais c'est ça. C'est toujours Michael qui gagne dans ma catégorie. Là n'était pas le point, mais je souhaite que tu sois parmi les finalistes avec ta belle saison 2024-2025. Mais ce gala, on doit absolument être proposé par les fédérations sportives. Et malheureusement, encore cette année, il y a plusieurs fédérations sportives qui n'ont pas rempli de formulaire. Je ne vais pas les nommer parce que ce n'est pas ça l'objectif et tout ça. Puis ils ont sans doute leur raison. On a de plus en plus de papiers à remplir du côté des fédérations sportives. Puis peut-être qu'on se dit, ben mon athlète ne gagnera pas ou mon équipe ne gagnera pas. Mais c'est dommage que, encore une fois, il y a des athlètes et des équipes qui n'auront même pas la chance d'être finalistes parce que malgré leur magnifique saison, il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas appliquer. Ça, c'est un problème qui revient à chaque année. Puis je pense qu'on va certainement songer à des solutions dans les prochaines années. Mais contrairement, je pense, à la plupart des galas régionaux, dont le Gala de l'athlète de Québec, on s'assure que les meilleurs athlètes gagnent et parfois, ben c'est ça. Alors, certaines fédérations sportives, je sais que c'est beaucoup de temps, mais auraient intérêt à prendre le temps de remplir les formulaires, certainement pour ces plus grands athlètes et ces plus grands entraîneurs. Voilà. Je suis d'accord. Je trouve ça dommage un peu le Gala Sport Québec. J'ai l'impression, venant de la région de Québec, que le Gala de l'athlète à Québec est plus gros que le Gala Sport Québec, quasiment. Tu sais, les meilleurs athlètes au Québec, on devrait médiatiser ça plus. On devrait en faire un événement qui lève un tapis rouge. Je sais pas, là, mais tu sais, souvent, tu gagnes ça passe même pas dans les journaux, ça passe même pas à la radio. Personne, tout le monde s'en fout. C'est quand même, tu sais, c'est les meilleurs athlètes au Québec. Nos athlètes, c'est tellement des fiertés pour nous, là. Oui. Tu as raison, mais je sais que le gala est organisé par Sport Québec qui a un mandat de la part du gouvernement pour les fédérations provinciales. Alors, c'est un peu pour ça que c'est un gala où ce sont les fédérations qui doivent postuler et soumettre un athlète par catégorie et non pas 3. Il y a eu déjà eu un scandale il y a plusieurs années. On avait oublié Alex Bilodeau au profit de Michael Kingsbury. C'était les probablement deux meilleurs athlètes au Québec à ce moment-là, mais il n'y en avait qu'un seul qui avait... Mais finalement, il y a eu... on avait fait une exception cette année-là. Mais non, c'est ça. Alors, c'est pas... Tu n'auras pas de joueur du Canadien, tu n'auras pas d'Édouard Julien en baseball, tu n'auras pas de joueurs professionnels, tu n'auras pas de cyclistes professionnels, parce que c'est un gala de fédération sportive provinciale. Il faut être membre d'une fédération sportive pour pouvoir appliquer. Alors, peut-être qu'un jour, ça changera, ou peut-être qu'un jour, il y aura une espèce de gala de la disque, mais des athlètes où on honorera carrément les meilleurs athlètes avec, comme tu le dis, tapis rouge. Moi, je serais pour ça. Je serais pour ça. Tu sais, je trouve que le modèle d'amateurisme, il est expiré. Tu sais, moi, perdre un gala contre un joueur du Canadien, si le Québécois a marqué 100 points dans une saison, je m'en fous. Il est aussi bon dans son sport que moi si c'est pas meilleur, puis tant mieux pour lui. Là, tu sais. J'ai pas envie de gagner parce que, oui, mais là, on n'a pas nommé un tel, parce que c'est des athlètes pros. Ouais, mais c'est quoi la définition d'un athlète professionnel? Moi aussi, je suis un athlète professionnel. C'est mon travail. Là. Je travaille pas en travail à temps partiel. Là. Ma seule travail, c'est d'être athlète de haut niveau. La différence, c'est que je fais une fraction de ce que les autres font. Je fais pas un contrat de 5 millions par année, mais c'est quand même mon travail, tu sais. Je trouve ça, tu sais, elle est où la ligne? Tu sais, Noah Lyles, là, il fait plus que certains joueurs du Canadien, là, mais c'est un gars d'athlétisme qui serait éligible à nos gars-là. C'est vrai, t'as raison. Il fait plusieurs millions par année pour courir son 100 mètres, son 200 mètres. Tu sais, il fait plus que le gars de 4e trio. Là. Je trouve que la ligne n'existe plus. Elle est plus pertinente de nos jours. Tu sais, Ogé Aliassim était là, il était pas là, mais il était nominé au gala là, de l'athlète de Québec, là, tu sais, puis je trouve ça bien correct. Puis, oui, c'est un athlète professionnel, mais je trouve ça bien correct. C'est un des meilleurs au monde de son sport, puis il a fait
la finale la demi-finale du US Open, puis il mérite totalement d'être là au même titre qu'un champion du monde de patin de vitesse, puis qu'Eliott Grondin qui est champion du monde en planche à neige. Alors, peut-être qu'on aura des modifications à venir. Chose certaine, ce sera pour la première fois à Québec, ça fait longtemps. Si ça a eu lieu à Québec dans le passé, je ne me rappelle pas quand. Alors, ce sera à Québec en octobre, dans le cadre des rendez-vous justement du gouvernement du Québec en loisirs et en sport. Bref, une belle soirée en perspective au Centre des congrès, au Concorde, je ne sais pas, mais ce sera à suivre. Alors, Laurent, bonne chance. Bonne chance. Merci. Il y a quand même de très, 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 très bons athlètes qui seront en finale. Ah oui, mais ça. Il n'y a aucun doute. Excellent. Ben, merci beaucoup, Laurent. Ah oui, en terminant, on n'a pas parlé, mais on devait parler des capitales du Québec. Oui, félicitations. Champion de la Ligue Frontière. Puis, ce que j'ai aimé cette fois, on dirait qu'il y a eu comme enfin une reconnaissance plus provinciale. J'ai vu des bulletins de nouvelles de réseau commencer leur bulletin avec les victoires en finale des capitales. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai même fait une sortie Facebook pour ceux qui me suivent personnellement en disant il y a autant de joueurs de la Ligue Frontière qui vont jouer un jour dans la NFL que de joueurs de la Ligue canadienne de football qui vont jouer dans la NFL. Puis c'est vrai, là, c'est vérifié, c'est des choses. Dans la MLB, oui. C'est ça. Alors pourquoi on n'en parlerait pas plus? Parce que c'est pas une équipe de Montréal. On a joué un petit peu là-dessus. Ça fait réagir beaucoup. Je pense pas que c'est moi qui ai fait la différence, mais on sent RDS, Radio-Canada aussi. Plusieurs médias ont commencé à en parler avec plus d'abondance. Journal de Québec aussi. Alors, je pense qu'il faut reconnaître cette grande équipe avec des joueurs de 11 pays différents. Un travail colossal, une équipe propriétaire à 100% par des gens du Québec. De Québec, ça va de soi. Un entraîneur également dévoué qui est à la barre de cette équipe-là, Patrick Scalabrini, qui sait négocier les contrats, la façon d'amener les joueurs à leur plein potentiel. Sur le terrain, à un moment donné, il y avait 7 pays de représentés sur les 9 joueurs. C'est incroyable. Non, je pense que cette ligue-là a cheminé quand même. Ça a toujours été le fun d'aller au baseball, au Capital, mais c'est du gros calibre. C'est 18 clubs maintenant. Là, c'est ça, exact. C'est rendu une pas mal plus grosse ligue. Puis, tu sais, je veux dire, le baseball, c'est un sport qui a repris du regain au Québec dans les derniers 10, 20, absolument, 25 ans. Là, tu sais, on pense à quand les expos sont partis, puis le monde, il n'y avait plus personne qui allait voir les expos, puis il y a un engouement pour le baseball qui avait pu, mettons, il y a 25 ans. Puis c'est, à défaut d'avoir une équipe des majeurs, vraiment, c'est une très belle, un très beau plan B. C'est vraiment chapeau à eux qui sont bons en plus, c'est le fun, mais c'est toujours le fun d'aller voir une partie au Capital. Là, j'ai hâte d'amener mon gars quand il va être un petit peu plus vieux. Ah oui, il va bien ça. Trois-Rivières, une équipe, Ottawa, une équipe, et Montréal, ça viendra. On le souhaite, bien sûr. On le souhaite. Incroyable. Merci, Laurent. On nous écoute en audio, on nous regarde en vidéo, puis on se retrouve d'ici quelques semaines pour la version hivernale du balado. Exactement. Salut, Marc. Salut. Bye-bye.